Nous sommes le 17 février 2026. Le peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. La force unifiée de l'AES passe de 5 000 à 6 000 hommes. Ça va continuer d'augmenter tant que les défis seront là. Le peuple d'Afrique, cette force, vous n'êtes pas sans le savoir, a été créée pour relever les défis sécuritaires au niveau sous-régional. Parce que cette force intervient dans quel contexte? Après l'échec de toutes les forces qu'on avait appelées, essayer de nous aider ici contre les terroristes. Mais seulement à la longue, nous avons découvert que ce sont ces pays-là même qui étaient les sponsors de ces terroristes. Et entre-temps, la jeune française avait mis en place une certaine force qui n'a jamais été opérationnelle, qu'on a appelée les G5 Sahel. Et cette force, pour qu'elle puisse être opérationnelle, il fallait supplier l'aide un peu partout. Il fallait appeler l'Arabie Saoudite, téléphoner aux Américains, téléphoner aux Qataris, téléphoner aux Émiratis, téléphoner un peu partout pour avoir de quoi financer cette force. Mais comment ces 5 pays pouvaient se mettre ensemble, plus la junte française elle-même, et ne pas avoir les moyens militaires de traquer ces terreurs? Est-ce que les terreurs demandent de l'aide un peu partout pour pouvoir être opérationnels? Certes, il y a des pays qui les aident, mais est-ce que ces terreurs-là sont restés bras croisés? En réalité, il y avait un manque de volonté politique de la part des leaders du groupe de G5 Sahel, qui est ces leaders, c'était autre que l'État français à l'époque. Donc, ça n'a jamais, G5 Sahel n'a jamais été opérationnel. C'est une force qui est restée, ça a été une bureaucratie de trop. Mais sur le terrain, concrètement, G5 Sahel n'a éliminé aucun chef terror, n'a pas éliminé physiquement des terrors. Donc, ça a été beaucoup plus une force de propagande. Finalement, c'est ça le résultat, qu'une force opérationnelle qui apporte des résultats. Donc, l'échec de G5 Sahel, après le départ du Mali, du Burkina, du Niger, G5 Sahel était redevenu GD Sahel. Et cela n'avait aucun impact réel sur le terrain. Et ça ne reste qu'à l'intérieur, le Tchad et puis la Mauritanie. Or, les deux pays ne sont pas des pays frontaliers. Ça pose problème. Donc, GD Sahel est mort de sa belle mort. Ça intervient dans le contexte où non seulement les forces impérialistes qui étaient supposées venir nous aider à combattre les terroristes ont été inefficaces et ont été expulsés pour manque de résultats. Leur G5 Sahel qui a été fabriqué inefficace, expulsé, et même G5 Sahel est mort, ce groupe est mort, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de résultats. Et il y avait un groupe qui était là aussi, mais qui ne faisait pas le travail. C'est ceux qui sont appelés les formateurs de l'Union européenne et ils t'aiment des trucs comme ça. Là aussi, c'est resté sans résultat. Et si les pays de l'Est devaient rester comme ça? Et les pays de l'Est, à l'époque, avant de créer l'Est, on était dans la CEDEAO. La CEDEAO est supposée avoir une force qu'on appelle force en attente de la CEDEAO. Mais cette force n'a jamais été mobilisée pour traquer les terroristes. C'est là que vous comprenez qu'on ne pouvait pas rester dans cette chose qu'on appelle la CEDEAO. Nous, notre problème primordial, ce sont les groupes terroristes. Notre problème premier, ce sont les terroristes. Nous voulons les combattre, nous voulons les éradiquer. Et nous sommes dans un ensemble sous-régional qu'on appelle la CEDEAO. À défaut que la junte française échoue, que le G5 Sahel échoue, mais au moins la fameuse CEDEAO devait être à mesure de mener des opérations contre les forces terroristes. Mali et place, non. Et plus grave encore, la CEDEAO a plutôt gelé de façon illégale, à travers l'UEMOA, les fonds des pays de l'Est engagés dans la lutte contre les terroristes. Il s'agit du Mali et même du Niger. Et là aussi, la CEDEAO se retrouve alors complice peut-être de façon passive des terroristes. Parce que si nous voulons éliminer les terroristes, nous avons besoin d'acheter des armes, d'acheter des munitions. Mais quand vous bloquez, c'est avec quoi nous allons acheter des armes? Vous arrangez les terroristes sur le terrain. Donc la CEDEAO s'était retrouvée dans cette situation. C'est pourquoi il est important de rappeler d'abord le cadre, le contexte dans lequel la force unifiée de l'Est a vu le jour. Les 3 pays se sont mis ensemble et n'ont pas eu besoin d'un financement français, d'un financement américain ou bien saoudien ou autre, non. Avec les moyens de bord. Les 3 pays, la force unifiée de la CEDEAO à l'époque, on parlait de 5 000 hommes qui devaient agresser le Niger. C'est ce qu'ils avaient dit. J'ai dit, mais 5 000 on peut faire quoi? Un jour, on dit non, il faut augmenter l'effectif. J'ai dit, arrêtez avec ça. Les pays de l'Est, tout de suite, ont mis en place une force de 5 000 hommes. C'est ce qu'on appelle FIAS, Force unifiée de l'Alliance des États du Sahel.
Cette force est commandée par un général de l'armée burkinabé. Donc aujourd'hui, il est à la tête de la force unifiée de l'AES. Donc je le vois plutôt à la tête d'une armée confédérale. Il s'appelle Daouda Traoré et que nous saluons au passage. Et cette force unifiée de l'AES a été tout de suite opérationnelle. On la retrouve depuis début de l'année 2025 dans la fameuse zone des 3 frontières, c'est-à-dire entre le Mali, le Burkina et le Niger. Cette force est déployée à ce niveau. Cette force est déployée aussi encore à d'autres niveaux, d'autres endroits stratégiques. Récemment, nous avons vu ce qui s'est passé à l'aéroport international Amani Diori de Niamey. Il y avait bien sûr la force unifiée qui était sur place. Certes, il y avait des partenaires, il y avait l'armée du Niger, mais il y avait aussi l'armée confédérale au niveau de l'aéroport de Niamey. Vous avez vu comment on a pu contenir très rapidement la menace et comment on a pu détruire rapidement les commandos terroristes qui étaient en train des mercenaires qui étaient en train d'attaquer l'aéroport international avec pour objectif clair de clouer au sol tous les vecteurs aériens de l'armée nigérienne. Mais ont-ils atteint leur objectif? La réponse évidemment c'est non. Parce qu'il y avait l'armée du Niger qui a réagi très rapidement, l'armée confédérale et puis les partenaires qui se trouvent au niveau de cet aéroport. Donc l'objectif c'était de clouer au sol tous les vecteurs aériens du Niger. Et après, quelle allait être l'étape suivante? Si nous savons que l'aéroport attaqué et le palais présidentiel c'est entre 10 et 12 km et surtout très proche de certains camps militaires, c'était quoi le plan? Mais on a étouffé, on a tué les poussins dans l'œuf, c'est ce qui s'est passé. Cette force unifiée des États du Sahel, qui était même opérationnelle, à un moment vous avez vu, cette force appuyait l'escorte des citernes venant au Mali. Donc non seulement dans la zone des 3 frontières, au niveau de l'aéroport à Amani Diori, dans d'autres théâtres d'opération, vous rencontrez ces forces. Et même dans le cas de l'escorte des camions citernes du Mali, par endroit vous avez vu la force unifiée de l'AES intervenir. Donc c'est une force qui est très opérationnelle. Elle est dotée de 5000 hommes. Et là, une décision a été prise. Et ce sont les autorités du Niger qui ont annoncé. C'est commandé par un général de l'armée du Burkina. Mais le siège principal de cette force est au Niger, à Niamey. On a vu récemment, il n'y a pas longtemps, les autorités du Niger annonçaient que cette force va passer de 5000 hommes à 6000 hommes. Donc on va ajouter 1000 autres hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes défis à relever. Les 5000 sont déjà pris suffisamment sur le terrain. Les 1000 qui peuvent être rajoutés peuvent tout simplement être départagés entre les 3 aéroports. C'est quoi? Où est-ce qu'ils seront déployés? C'est pas à moi de dire ça. Moi, je dis, c'est juste une proposition, un exemple. Les 1000 autres peuvent être déployés au niveau des 3 aéroports. C'est-à-dire 300 autres à l'aéroport de Niamey, 300 autres à l'aéroport de Ouagadougou et 300 autres à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, c'est nous. Donc on peut les avoir, plus les 100 autres voilà, qui sont aussi à déployer. Donc on peut se retrouver à sécuriser déjà des endroits stratégiques comme ça, où on peut les avoir 1000 hommes à raison de 300 auprès de chaque première institution du pays, c'est-à-dire renforcer la sécurité présidentielle à présent. Parce que les révélations de SVR, c'est-à-dire les services de renseignement de la Fédération de Russie, montrent que nous devons redoubler davantage d'efforts. Parce que la jeune française, ce qu'elle a toujours su faire, c'est essayer de déstabiliser par des crises sociopolitiques, ça a échoué ici. Essayer de déstabiliser à travers les groupes armés, ça a échoué. Essayer de porter atteinte à certains des responsables de nos pays. Et là encore, jusque-là, ça a échoué, mais nous devons redoubler d'efforts. Donc passer de 5000 à 6000 hommes, ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de défis et le contexte actuel. Pour moi, il faut même aller rapidement à 10 000 hommes. Il faudrait qu'autour de chaque président de l'AES, il faudrait avoir au moins 1000 militaires. 1000 militaires de la force unifiée. Pour renforcer la sécurité présidentielle. Je dis bien 1000. Parce que c'est des relèves. Voilà, relève même si c'est chaque 8 heures, chaque 8 heures. Donc des 1000, on met 3 équipes. Donc à chaque fois, on a au moins 300 hommes. À chaque 8 heures, on a 300 hommes. Il faut renforcer davantage la sécurité de nos institutions.
principalement nos chefs d'État. Parce que la jeune française, elle est barbare, elle est cruelle, elle est sans pitié. Elle a déjà éliminé physiquement beaucoup de dirigeants patriotes, beaucoup de dirigeants qui pouvaient sauver l'Afrique. Yobe, il l'a éliminé physiquement. Il a été assassiné. Moumi a été assassiné. Premier président assassiné au pouvoir, Sylvianus Olympio, à cause de cette monnaie. Or, nous savons que les 3 pays de l'Est sont en train de se préparer à quelque chose. Nous avons déjà une banque confédérale. Sylvianus Olympio a été éliminé comme ça, assassiné. Massamba Demba, assassiné. Mariam Gwabi, assassiné. Barthélemy Boganda, assassiné. Kadhafi, assassiné. 4 fils Kadhafi, assassinés. Laurent Désiré Kabila Appel, assassiné. Idriss Déby lui-même, qui était leur homme, assassiné. Et François Tombalbaye, assassiné. Ali Souali de Comores, assassiné. On peut continuer. La liste est très longue. Samoura Machel, assassiné. Ces gens ont pris pour habitude d'assassiner tous les leaders africains qui peuvent sauver l'Afrique. Et ce sont les mêmes qui aiment enseigner à leurs enfants que l'Afrique est un continent pauvre. Non. L'Afrique est un continent naturellement riche, mais artificiellement pauvre. C'est pourquoi nous nous appelons au renforcement à présent de la force unifiée de l'AES. Et doter, multiplier même leur budget. Parce que non seulement cette force doit combattre les terroristes, un peu partout dans les traquer dans les 3 pays de l'AES, mais surtout protéger aussi nos institutions. Et je ne sais pas si cette force a pris à ce mandat, mais il faudrait songer réellement à ça. Montrer à la jeune française qu'un coup d'État n'est pas possible ici. Que ce qu'elle a toujours su faire en Afrique, que nous venons de citer, ce n'est pas possible ici. Parce que récemment, nous avons suivi un sommet en Mauritanie, je n'ai pas voulu en parler parce que je n'ai pas fait leur communication. C'est juste un sommet pour comploter, voir comment déstabiliser les pays de l'Est. Donc, c'est un sommet. Ce qui s'est passé en Mauritanie, c'est voir comment mettre ensemble certains leaders religieux, certains mercenaires politiques et certains mercenaires armés, les terroristes du génie, voir comment les transformer en une force comme la France a l'habitude d'utiliser ce qu'ils appellent des simples rebelles avec des revendications politiques. Et vous avez certains de leurs mercenaires, des gens qu'ils ont fait sortir du Mali pour les mettre uniquement sur le terrain de propagande contre le Mali, contre les pays de l'Est, dire ouvertement que des terroristes ont des revendications politiques. J'ai dit, est-ce que vous savez que veut dire revendication politique? Selon le président Laurent Gbagbo, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. C'est des gens qui ne comprennent rien. Mais tout ça, c'est la jeune française. Wassim Nasr fait ici à gauche, à droite. Nous avons bien fait de ne pas communiquer. Et là, c'est juste vous dire, de façon superficielle, qu'il s'agit d'un sommet en réalité, pas pour la paix. Mais comment faire la guerre au Mali, au pays de l'Est, pour les remettre dans les girons de la jeune française. C'est cette réunion. C'est ce sommet qui a eu lieu en Mauritanie. Donc il faut les laisser. Les chiens aboient, la caravane passe. Nous devons rester concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi nous saluons des passages de la force unifiée de 5 000 à 6 000 hommes. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut même passer jusqu'à 50 000 hommes. La force unifiée. Il faut doter la force, l'armée confédérale d'une force réelle de combat. De sorte que dans aucun pays, un groupuscule de mercenaires peut-être armés, des militaires qui pourraient être manipulés par la jeune française, comme ce fut déjà le cas par le passé. Il faut les dissuader de passer à l'acte. Parce que tout de suite, si c'est 100 ou 200 hommes qui vont essayer, il faut que la force unifiée de l'air soit en mesure de les brouter. Ah oui, de les avaler tout de suite. Et cette force, il doit avoir sa composante terrestre, aérienne, toutes les composantes nécessaires. Il faut une véritable armée confédérale. Et montrer aux ennemis qu'A plus B, il n'est plus question de déstabiliser les pouvoirs de l'intérieur. Ce n'est plus possible. Parce que nous avons dorénavant un contrepoids. Et doter la force unifiée de l'AES des missions de protection de nos institutions.
quiconque ose quoi que ce soit, vous avez affaire à tous les 3 pays de l'AES. Parce que la jeune française, elle n'a jamais dit son dernier mot. Nous aussi, nous n'allons jamais dire notre dernier mot comme ça. Le peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Et c'est de cela surtout que nous avons voulu exprimer, donner notre opinion là-dessus. Nous sommes passés de 5 000 à 6 000 hommes au niveau confédéral. Même au niveau national, il faudrait, c'est bien déjà, nous devons accélérer même les recrutements, renforcer nos armées et même les accompagner par ce qu'ils appellent des supplétifs, des patriotes armés. Tous les moyens sont bons pour triompher. Parce que ce que nous voyons, nous sommes encore au début de cette épreuve. Les impérialistes à travers la jeune française jurent de nous faire la peau. Nous jurons de leur faire la peau, surtout à travers leur proxy. C'est pourquoi nous saluons les différentes opérations en cours au Mali, des terrains neutralisés dans la région de Caille, des terrains neutralisés dans le secteur de Napala, des terrains neutralisés aux environs de Ségou, des terrains neutralisés un peu partout. Et ça va continuer. Et ça doit continuer. Et c'est comme ça, parce qu'à la guerre comme à la guerre. Seulement nous prions vivement, c'est notre souhait, nous l'avons toujours exprimé. Nous voulons aussi voir la mobilisation des volontaires. Ces gens nous respecteront surtout quand ils verront que nous avons pu mobiliser plus d'1 million de volontaires armés. C'est ce que les Iraniens ou autres font. Et en Iran, nous avons vu comment ils sont en train de les éviter. Même si, tôt ou tard, ils finiront par se croiser. Parce que j'ai du mal à voir comment on pourra éviter le pire. Du côté de l'Iran, tout est possible. Mais pour le moment, la dissuasion de l'Iran, c'est sa capacité de mobiliser des volontaires pour combattre. Les réservistes formés, on ne les compte pas par des centaines ou bien des milliers, non, c'est par des millions. L'Iran peut mobiliser plus de 6 millions d'hommes. Et le Venezuela pouvait mobiliser plus de 8 millions. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais seulement Donald Trump a contourné cela et a poussé à une traîtrise à l'interne des pouvoirs au Venezuela pour prendre le président Maduro et éviter la guerre. Parce qu'il sait que ça allait être l'impasse. Il allait s'enliser dedans, comme ce fut le cas en Afghanistan. Donc, en évitant la guerre, il a trouvé des traîtres à l'intérieur. Seulement, le Venezuela n'appartient pas à une confédération, avec une armée confédérale. C'est le souhait de Cuba aujourd'hui. Il se réveille un peu tard. Les pays de l'Est ont déjà pris les devants. Nous avons une armée confédérale qui vient de passer de 5 000 hommes à 6 000 hommes, que nous devons renforcer. Vous tentez quoi que ce soit, l'armée confédérale viendra en appui à l'armée nationale. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.